naissait à la maison et on mourait à la maison. Maintenant, on meurt dans des EHPAD. Je suis sûr que ce soit le temps progrès, mais c'est comme ça. Alors, pour se présenter aux législatives, évidemment, ce n'est pas la mairie de Trizac. Quand je me suis présenté à la mairie de Trizac, j'ai pas demandé aux journalistes entre guillemets, bon, sur un débat, mais bon, à Trizac, par exemple, sur Montreuil, comme HLA, c'est un travail à développer la commune. Mais pour se présenter aux législatives, quand même si je me présente comme indépendant, il faut quand même se situer un peu politiquement, c'est autre chose. Donc je suis ce qu'on appelle le gaulliste indépendant. C'est un terme de gaulliste maintenant. Moi, comment colomber les églises, même ceux qui étaient ses pires ennemis. C'était ainsi, je n'ai pas jugé, je ne suis pas juge. Gaulliste indépendant, c'est un peu au moins, on ne peut pas apprécier le de Gaulle, mais on reconnaît qu'il était indépendant à la fois des états-majors des partis, c'est pas les états-majors qui disaient ce qu'ils devaient faire, et des différents lobbies qui peuvent exister. On peut lui reconnaître au moins sa qualité. Donc c'est un journaliste qui m'a demandé gaulliste indépendant, voilà, gaulliste indépendant, oui, ça me plaît au place. Et le gaullisme, même si ça se termine en isme, c'est pas une idéologie au sens où c'est un idéal, tout le monde le sait, le général de Gaulle, son idéal, c'était la France. Et sa façon de travailler, c'était très pragmatique, c'était pas idéologique. C'était une vue à long terme pour moderniser la France. Et une vue à long terme, ce qui manque un peu politique, je trouve, actuellement, n'importe quel mot. Et je vous rappellerai quand même si l'Assemblée nationale a un peu perdu son pouvoir, que le rôle d'un député, c'est de proposer des lois, voter des lois et de contrôler le pouvoir exécutif. Et que l'essentiel du travail se fait en commission. Il ne se fait pas. Certes, c'est bien la proximité avec les gens, c'est important. Moi, la proximité, je suis médecin, donc la proximité, je l'ai, je vois personne, je crois que ça soit Armand ou à Trizac, on peut m'aborder plutôt facilement. Mais enfin, le travail du député, c'est à l'Assemblée nationale et essentiellement dans les commissions. Alors, je vous ai dit, la qualité qui me paraît importante, c'est d'être indépendant. Là, il y a des propositions. Vous pouvez ne pas être d'accord, on peut en débattre. On s'aperçoit qu'actuellement, on est dans une France qui est complètement fracturée. J'aimerais bien qu'on retrouve quand même un peu de sérénité dans le débat, un peu de sérénité, de respect. On peut ne pas être d'accord sur certaines propositions, mais on n'est pas obligé de s'insulter. Et la violence verbale, ça cautionne la violence, ça peut cautionner la violence physique. Des désaccords, on peut en discuter pendant longtemps, vous pouvez ne pas être d'accord. Je crois que je suis à ma 32e réunion, j'ai discuté, les gens me posent des questions à la fin, on débat, me posent des questions. Je ne réponds pas à tout, hein. Je ne suis pas omniscient, je ne suis pas compétent en tout. Si je vous disais que je suis compétent en tout, je serais plus prétentieux que savant. Ça n'existe pas, donc il faut écouter les autres, c'est pas important. Et dans notre circonscription, qui m'a-t-on dit est plus grande que le duché du Luxembourg, malheureusement, on n'a pas la même richesse financière, et je ne me présente pas comme duc, je vous rassure. On a quelques inconvénients. On n'est pas très peuplé, on n'est pas très riche, on le sait. D'accord. Mais il ne faut pas faire comme les Verts, entre guillemets, qui nous annoncent tous les jours l'apocalypse pour dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut être un peu optimiste, il faut y croire. Et quand on y croit, optimiste, il faut en avoir la volonté et y consacrer du temps. Le temps, c'est du travail. Il faut travailler. Et je crois qu'il y a un vrai potentiel dans notre territoire, quelles que soient nos idées. Et ensuite, une qualité qui me paraît extrêmement importante, c'est la sincérité. Je crois que c'est Churchill qui disait que les promesses, je crois que c'est, je ne suis pas sûr, je ne veux pas trop mettre les citations, ça fait un peu savant, qui disait que les promesses ne valaient que pour ceux qui les écoutaient. Bon, j'ai écouté comme vous tous, l'entre-deux tours des élections présidentielles, c'était le 24 avril, j'ai l'impression que c'était le jour de Noël. Le Père Noël était de passage, entre les deux tours, les promesses tombaient. Je crois que vous tous ici, enfin moi je n'y ai pas cru, c'est pas possible. On ne peut pas tout promettre. En campagne électorale, évidemment qu'on se présente sur son bon côté, sur bon jour, mais enfin il ne faut pas trop mentir quand même, il faut arrêter la sincérité. C'est pas pour rien s'il y a 50% d'abstention. On nous a tellement menti. Je ne parle pas du gouvernement spécialement actuel, c'est depuis quelques années, que les gens sont blasés. Et puis, le mensonge, c'est une source de frustration.
Les gens n'y croient plus, s'abstiennent, Déjà, on est dans une société individualiste. On sait tous qu'on va vers une crise économique qui sera une crise sociale. Vous le voyez bien, l'inflation qu'on ne connaissait plus depuis des années apparaît, se développe, elle est autour de 6%. La décroissance aussi, la décroissance, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Donc on va connaître pour ceux qui l'ont connu, les conséquences équivalentes de ce qu'on a connu au moment du premier choc pétrolier dans les années 70. On va vers une crise économique. Donc faire des promesses mensongères, c'est pas le moment. Il faut un moment, on peut débattre poliment, avoir des idées différentes, savoir comment on veut faire fonctionner la société qui est devenue trop individualiste. En même temps qu'il y a eu la mondialisation a entraîné du profit pour certains. Elle a été profitable pour certains, notamment dans les grandes villes. Nous, on a été un peu laissés pour compte de la mondialisation. Autant je ne veux pas fracturer notre pays puisqu'il ne l'est. Je crois que ça ne sert à rien d'opposer les ruraux, ce que nous sommes. On est quand même 20 millions de ruraux, hein. On n'est pas, ça fait quand même une grande partie de la France. Avec les citadins, ça ne sert à rien d'opposer les uns aux autres, arrêtons cela. Mais il y a quand même des gens qui ont bénéficié de la mondialisation et des gens qui sont un peu les laissés pour compte de la mondialisation, dont notre territoire fait un peu partie. Et ce qui fait que la classe moyenne, qui est à la base de la démocratie, une petite partie a peut-être basculé vers plus riche, mais enfin l'essentiel a basculé vers plus pauvre. Et c'est la base de notre démocratie, quand même, ce qu'on appelle la classe moyenne. Maintenant, je vais vous dire ce que je propose. Je ne vais pas parler de tout, hein, parce que vous dites au départ, ça faisait 17 pages, mais dans 6 pages, ça fait beaucoup. Sur le plan institutionnel, parce qu'un député, c'est un élu national. Il est élu sur un territoire, mais c'est un élu national, donc pour proposer des lois. Je suis favorable au retour au septennat présidentiel. D'abord parce qu'il faut 7 ans au moins pour le chef de l'État pour amener ses projets à terme. Et en plus, on a associé l'élection présidentielle à l'élection législative. C'est-à-dire qu'on a une Assemblée nationale dite groupion. La majorité vote toujours pour la proposition de loi présentée par le gouvernement et l'opposition vote systématiquement contre. Ça ne va pas nous faire avancer. Je veux dire, dans ces cas-là, c'est inutile. Le rôle de l'Assemblée nationale a été diminué en partie à cause de cela. Donc je suis pour le retour au septennat. Je suis aussi sur le plan institutionnel pour l'intégration des votes blancs dans les votes exprimés. Un vote blanc, ce n'est pas une abstention. La personne n'est pas allée à la pêche. Il est allé voter, il a voté blanc. Alors, c'est vrai que quand nous sommes allés voter, je suppose, si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse, mais bon, en général, au premier tour, on trouve un candidat proche de nos choix. Au deuxième tour, c'est parfois un non-choix. On l'a vu actuellement, je ne veux pas faire de la politique politicienne, mais beaucoup de personnes ont voté pour M. Macron parce qu'ils adhèrent à ses idées, disons, c'est assez proche du giscardisme, du centre-droit, libéral, favorable à la mondialisation. Les gens adhèrent à cette idée-là. Il y a un certain nombre de gens qui ont voté pour M. Macron parce qu'ils ne voulaient pas de Mme Le Pen. Ça, c'est pas franchement nouveau. À l'inverse, il y a des gens qui ont voté pour Mme Le Pen parce qu'ils adhèrent aux idées nationalistes, mais un certain nombre aussi parce qu'ils ne veulent pas de M. Macron. Il suffit d'écouter, moi j'écoute les gens autour de moi, je n'ai pas à juger là-dessus. Je veux dire, on ne s'est jamais retrouvé autant devant une situation de non-choix. Donc c'est pour cela qu'à mon avis, il faut intégrer le vote blanc parmi les votes exprimés, et ça se fait ailleurs. Alors nous sommes dans ce qu'on appelle une démocratie représentative. On n'est pas une démocratie directe, participative, c'est-à-dire qu'on élit des représentants, les députés, par suffrage universel direct, les sénateurs, les grands électeurs. Donc je ne suis pas favorable aux nominations. C'est pour ça que je suis pour la suppression du Conseil économique et social et environnemental, où il n'y a que des gens nommés, ce qui favorise évidemment le copinage. J'ai rien contre les gens qui y sont, j'ai des copains qui y sont. Ils n'ont qu'un avis consultatif. Vous savez ce qu'on fait d'un avis consultatif en France, hein? On y met le coude dessus, donc personne n'ouvre le dossier. Alors il y en a un à Paris, pour donner son avis au gouvernement consultatif, et il y en a un dans toutes les régions maintenant. Et on y met le gouvernement qui soit de gauche, de droite, du centre, on y met quelqu'un qu'il faut un peu remercier. Donc ça, c'est pas de la démocratie. Ils sont nommés, ils ne sont pas élus, je n'y suis pas favorable. Je suis favorable à ce qu'il y ait des corps intermédiaires
vrais, c'est-à-dire des syndicats professionnels. Il existe des syndicats ouvriers, des syndicats du patronat, des syndicats de médecins, des syndicats agricoles. Il existe des associations qui servent de courroie de transmission, qui eux défendent des intérêts particuliers, ce qui est normal. Un élu, lui, doit défendre l'intérêt général, l'intérêt de tous, pas des intérêts particuliers. Ça n'empêche qu'il faut écouter les syndicats, qui sont des courroies de transmission. Pour moi, le Conseil économique n'est pas une courroie de transmission. Ce n'est pas une courroie de transmission légitime. C'est pas tout nouveau, c'est pas parce que je suis gaulliste que je dis ça, parce que déjà en 1969, les gens qui ont connu cette époque, qui s'intéressent à la politique, savent que le général de Gaulle voulait réformer le Sénat, qui voulait aussi réformer le Conseil économique et social, déjà, en 69. Et puisqu'on parle d'élections, je ferai une parenthèse. Beaucoup de gens ont été un peu, pas choqués, mais un peu surpris par ma proposition sur la justice. Le troisième pilier de notre République, il y a le pouvoir exécutif, chef de l'État et le gouvernement, le pouvoir législatif, c'est-à-dire les deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, et le troisième, c'est le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les juges. Les juges du parquet sont nommés par le gouvernement, en France, et les juges du siège sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, je n'y suis pas favorable, j'ai rien contre les juges, mais il y a manifestement une division qui se fait entre la population, les Français, et les juges. Je ne parle pas des délais qui sont très longs. Donc, je suis favorable à l'élection des juges. Alors, entendons-nous, quand je dis ça, les gens votent tout de suite l'exemple américain, où on vote pour les juges et en même temps on vote pour les policiers, puisqu'on vote pour le shérif. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Les partis politiques et les pouvoirs financiers qui financent ces campagnes. Ce n'est pas sur l'exemple américain qui serait même aux antipodes de ce à quoi j'aspire. Ce qu'il faut voir pour l'élection des juges, c'est l'exemple suisse. On n'en parle jamais parce que ça fonctionne très bien, tout simplement. Alors, ce n'est pas une nuit où je faisais un rêve, ça m'est venu comme ça, je me disais, tiens, pourquoi on ne voterait pas pour les juges? Il y a cet exemple suisse, et surtout qu'il y a eu des congrès entre grands juristes, éminents juristes, qui ont débattu de cela, très très sérieusement. Alors après, évidemment, là ce soir, je suis candidat pour être député, et je ne serai pas candidat pour être juge. J'ai fait des études de médecine, donc je serai tout à fait incompétent pour être juge. Après, il faut débattre sur le niveau requis. Est-ce qu'il faut un master de droit, un doctorat de droit, avoir 3 ans d'avocat? Ça se débat. Mais c'est une de mes propositions, c'est pas pour choquer, c'est par esprit purement démocratique. Ça existait en France, et ça existait sous la Révolution. Et bon, comme la Révolution s'est finie dans la terreur, il y a quelques juges quand même dont on n'a pas gardé une image très grandiose, et surtout pas une image d'indépendance du pouvoir. Hein, les têtes tombaient facilement. Donc depuis, il était difficile de remettre ça sur le tapis, mais j'y crois beaucoup. Sur le plan fiscal, alors non plus je ne suis pas fiscaliste, vous savez, je me suis aussi renseigné, je vous donnerai les sources, d'un livre que j'ai lu récemment, fait par 2 grands économistes français. Tout le monde vous dit qu'il faut diminuer les impôts. Je pense qu'il faut diminuer les impôts sur le revenu du travail, pour revaloriser le travail. Il faut aussi diminuer les impôts sur les investissements, quand on investit dans l'outil de travail, industriel, agricole, quel qu'il soit, et aussi supprimer la taxe foncière, qui est tout à fait injuste. Moi, j'ai été surpris, ici, je suis maire, donc je la connais, la taxe foncière à Trizac. Je trouve que c'est élevé. J'étais à La Rochelle, tout le monde sait que La Rochelle, c'est une ville un peu, entre guillemets, de bobo, un peu, bon, donc c'est une ville assez riche, c'était assez cher, mais enfin, en arrivant à Trizac, c'est pas une ville de bobo, déjà, c'est pas une ville, mais bon, je trouvais que c'était cher, et surtout, elle est injuste. Si vous faites les moindres travaux d'aménagement chez vous, vous êtes pénalisé. Alors, comment faire? La proposition de ces 2 économistes, c'est de taxer de 2% le terrain bâti dans les villes de plus de 100 000 habitants. Le terrain bâti, hein, c'est pas une taxe foncière. C'est la surface au sol, ce qui limiterait l'artificialisation des sols. Vous savez, en Île-de-France, on s'étale sur les terres agricoles, donc on a plus intérêt à faire 20 étages à Lyon ou à Paris que de faire 10, hein, on paiera beaucoup plus cher. Donc le propriétaire du terrain bâti payerait 2%
c'est évalué, ça existe dans des pays d'Amérique, notamment d'Amérique latine, est évalué à 6 000 milliards en France. Donc une taxe de 2% tous les ans rapporterait 120 milliards. 120 milliards, ça permet de supprimer la taxe foncière et de diminuer, après à calculer au prorata, les impôts sur le revenu et les impôts sur les investissements. Parce que tout le monde comprend bien, tous les candidats vous disent tous qu'il faut diminuer les impôts, mais enfin après en même temps on vous dit il faut investir. Moi je suis le premier à penser qu'il faut investir dans les hôpitaux, dans les écoles. Avec quoi? Si on diminue tout, ça ne va pas fonctionner. Je trouve que c'est la solution qui m'a paru la plus équitable. On peut en débattre, mais ça m'a paru très juste. Et c'est en plus très favorable aux jeunes qui s'installent. Il y a quand même, à mon avis, peu de jeunes qui s'installent, qui ont du terrain à bâtir à Paris. C'est quelque chose qui me paraît... Alors après, on peut en débattre. Sur le plan fiscal, quelque chose qui se fait aux États-Unis, je ne suis pas très pro-américain, mais là je crois qu'ils ont raison. Ils se disent très libéraux, mais quand ils sont protectionnistes, ils le sont. Je crois que tous les grands groupes, les multinationales, doivent payer leurs impôts là où elles le gagnent. C'est-à-dire les impôts gagnés en France doivent être payés en France pour les multinationales. Les Américains le font, ils ne discutent pas. Ça me paraît le minimum de justice. Je parlerai un petit peu du pouvoir d'achat, qui est important, c'est important. Ici, il y a beaucoup de personnes âgées. Comme médecin, les gens parlent. Et de temps en temps, les gens me donnent les chiffres de leur retraite après la consultation. De temps en temps, je suis quand même très surpris. Je ne suis pas naïf, je lis comme tout le monde. Mais après, moi, une situation que je connais bien, c'est la mienne. Mais moi, je ne suis pas vraiment concerné. D'abord, je ne suis pas à la retraite. Pas encore, et voilà. Mais j'entends certaines retraites, et pas qu'agricoles. On parle ici beaucoup des retraites agricoles. Il y a les retraites agricoles, mais il y a quelques retraites quand même qui sont minables, même pour un territoire comme le nôtre. Certes, on n'a pas le même coût de vie qu'à Paris, mais enfin quand même, on a des retraites qui sont minables. Je pense qu'il faut les revaloriser. Et je pense aussi qu'il faut relocaliser les entreprises. Les entreprises notamment qui ont été délocalisées en Europe. Celles qui ont été les entreprises, tout ce qu'on achète en Chine, je suis pour la TVA sociale. On ne peut pas imposer à la Chine ce que l'on veut. Ils sont indépendants, mais il faut créer une TVA sociale pour les produits qu'on importe de Chine. Mais pour ce qui est de l'Europe, je vous connais à peu près tous, mais pas tous intimement. Je pense que nous sommes tous européens. Enfin, on est européens, oui, par définition. Enfin, pro-européens. Enfin, ce qu'on a fait de l'Europe actuellement, les 27, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne me fait plus rêver. Il n'y a pas de souffle. On est dans une Europe de marchands uniquement, où il y a des échanges de finances et des échanges de marchandises. Et là-dedans, la France, on est un pays contributeur. On contribue notamment au développement des pays qui étaient plus pauvres d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Très bien. Sauf que le SMIC en Bulgarie est à 200 €. Donc, que font les entreprises puisqu'elles peuvent le faire? Elles s'installent en Bulgarie. C'est inévitable. Dans le domaine agricole, vous allez acheter du lait ici au supermarché, il viendra de Pologne, il va vous coûter moins cher. D'ailleurs, on ne sait pas d'où il vient. Même en venant en camion qui ont pollué, le lait sera moins cher parce que les normes ne sont pas les mêmes, les normes administratives ne sont pas les mêmes, les normes fiscales, les normes sociales et les normes environnementales ne sont pas les mêmes. Je pense qu'on a fait un élargissement de l'Europe beaucoup trop rapide sans régler les normes avant. Donc on se retrouve avec une Europe uniquement de marchands. Alors j'ai rien contre le commerce, c'est très bien. On est devenu une passoire uniquement. Regardez, puisqu'on est un pays contributeur, la France en bénéficie, notamment la Pologne. Vous savez, la guerre à l'est de l'Europe actuellement. Donc, une partie de l'Europe a décidé de ne pas dépendre uniquement de l'OTAN. Il serait temps quand même de penser de ne pas dépendre que de l'OTAN, c'est-à-dire de ne pas dépendre que des États-Unis. Donc la Pologne se réarme et ils touchent l'argent en grande partie des Français, puisqu'on est un pays contributeur. Et ils ont acheté des avions et des chars américains. C'est-à-dire avec l'argent que nous donnons à la Pologne, ils s'équipent, alors que nous avions des avions en concurrence, le Rafale.
ils achètent des chars, et on devait construire un char européen. Autant dire que le projet est tombé à l'eau. Bon, les Américains, ils ont fait pression, hein, évidemment. Hein, les Américains, ils savent faire, hein, ils savent vendre. Je ne suis pas anti-américain pour être anti-américain, ce sont nos alliés, mais il faut rester indépendant. Je ne suis pas gaulliste pour rien. Il faut... Alors là, je parle sur le plan militaire, mais là, c'est sur le plan commercial. On fabrique des avions, on fabrique des chars en France. Après, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est là. Donc, il faut relocaliser les entreprises et revoir les traités européens pour augmenter notre niveau de vie, notre pouvoir d'achat en France. Sur l'agriculture, puisque nous sommes dans une zone agricole, je pourrais en parler longuement. Le premier, je sais que les syndicats ne sont pas tous d'accord, c'est quand même d'intégrer les coûts de production dans les prix de vente. Il y a une loi actuellement qui est en cours d'application qui s'appelle la loi Egalim 2. Il se trouve que les intermédiaires et surtout les gros distributeurs ont quasiment une situation de monopole, ils s'entendent entre eux, donc en aval, ils ne sont pas d'accord. Et les syndicats agricoles ne sont pas tous d'accord. C'est-à-dire que la loi Egalim impose d'intégrer les coûts de production dans le prix de vente. Certains syndicats ne sont pas favorables à l'obligation de ce contrat, d'autres sont favorables à l'obligation. Moi, je serais plutôt favorable à l'obligation parce que la loi Egalim 1, elle existait, mais il n'y avait pas d'obligation. Autant dire, elle n'a pas été pratiquée. Alors, je comprends qu'un aval, les acheteurs ne le veuillent pas. Après, ça n'est pas praticable pour le commerce extérieur. On ne va pas exporter à l'étranger, on ne va pas un pays étranger qui va nous acheter des biens agricoles ne les achètera pas sous la forme d'un contrat obligatoire. Ça ne peut être valable que dans le marché intérieur. Et dans le domaine agricole, on a un problème structurel, qui me paraît maintenant devenir structurel, c'est le prix, le portage financier du foncier agricole. J'ai été effaré par les prix. Certes, c'est bien, hein, si ça coûte cher, ça les vaut pour le vendre. Je ne vois pas comment un jeune, s'il n'hérite pas d'une ferme, peut acheter, il y a des terrains qui arrivent à 10 000 € l'hectare, ici. Je suis allé vers Saint-Flour, c'était un petit peu moins cher, c'était à 8 000. Enfin, à ce prix-là, il est endetté à vie. Donc, si on ne réfléchit pas au portage financier du foncier agricole, il se produira ce qui se produit déjà pour le vignoble dans le Bordelais. Ils sont achetés par des milliardaires chinois ou par des groupes financiers. Mais ici, dans le Cantal, on se dit, on est loin, on est les derniers des Mohicans, personne, les Chinois ne vont pas venir nous voir. Ils viennent d'acheter des milliers d'hectares dans l'Allier. Et l'Allier, c'est pas très loin quand même. Là, c'était pour des céréales, mais ils ont besoin de lait aussi, les Chinois. Et je ne vois pas comment un jeune agriculteur pourra investir, s'endetter à ce point-là. Actuellement, à Trisac, il y a les 4 plus grosses fermes vont être à vendre. Les 4 plus grosses. Avant, qu'est-ce qui se faisait? Il y avait la ferme plus importante qui a acheté progressivement les fermes plus petites. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Maintenant, c'est les 4 plus importantes qui sont à vendre. Je ne vois pas qui va pouvoir les acheter. Je ne vois pas comment un jeune sans héritier, donc quelqu'un qui va venir de l'extérieur. Donc là, il y a un gros risque que des groupes financiers les achètent, si on n'y réfléchit pas. Alors, je n'ai pas de proposition précise à faire, mais il faut en discuter avec les représentants du monde agricole pour débattre de ça, parce qu'à moyen terme, ça va être un vrai problème. D'autant que ça a été un peu masqué. Vous savez, depuis 40 ans, nous sommes déficitaires sur le plan industriel. On importe plus que l'on exporte. Et dans l'agriculture, pour la première année, on en est là. Ce n'est pas tout à fait vrai. Pour ceux qui s'intéressent à cela, ils vont dire non, dans les chiffres, l'agroalimentaire, on est encore bénéficiaire. On est bénéficiaire grâce au vignoble. Mais le vin de Bordeaux et le vin de Bourgogne, c'est un produit de luxe. Là, la France, on est produit de luxe, ça va, on exporte. Si vous retirez le vignoble, l'agroalimentaire, pour la première année, on est déficitaire. Or, il y a 2 domaines productifs, l'industrie et l'agroalimentaire. Moi, j'ai un métier de service, je suis médecin, les enseignants ont un métier de service, les infirmières aussi, les policiers, alors personne ne veut les supprimer. Il faut bien que ces métiers de service existent, mais il faut les payer. Et il faut les payer qu'avec des métiers de production. C'est un équilibre. Mais si on est déficitaire sur les 2 plans, qu'est-ce qu'on fait donc? On s'endette. Donc, je cite très peu de chiffres parce qu'on peut faire dire ce que l'on veut. On est à 2800 milliards de dettes. 2800 milliards de dettes, donc 130% de notre production, notre PIB. Et cette dette, elle n'est pas portée par les Français.
On me cite souvent l'exemple du Japon, on me dit oui, mais le Japon est un pays beaucoup plus endetté que le nôtre. C'est vrai. Et 95% d'un peu plus de la dette de l'État du Japon est portée par les Japonais. Nous, 60% de notre dette est portée par des banques centrales étrangères. Donc on n'est même plus indépendant sur le plan financier. Ce qui n'est pas l'indépendance économique, c'est notre dette. C'est-à-dire que nos banquiers sont à l'extérieur. C'est très dangereux. En cas de conflit, on ne nous prêtera plus. D'autant que, je ne sais pas s'il y a des élus ici, enfin, je ne suis pas depuis longtemps, on emprunte, hein, comme on emprunte à titre particulier, aussi à titre privé, on emprunte tous. Mais tant qu'on emprunte pour de l'investissement, c'est judicieux. Mais si on emprunte pour le fonctionnement, c'est-à-dire pour faire tourner la boutique au quotidien, là on est dans une situation dangereuse. Il faut savoir que dans une mairie, c'est interdit d'emprunter pour des frais de fonctionnement. Interdit. On ne peut emprunter que pour les investissements. Là, ça fait longtemps que l'État emprunte pour le fonctionnement du quotidien. Sur l'agriculture, après, ce qui me paraît aussi dangereux, c'est la spéculation. C'est pas dangereux, c'est immoral. La spéculation sur les matières premières, sur les matières agroalimentaires, c'est complètement immoral. Alors les gens me disent pourquoi. Entendons-nous, François vient de partir, mais il le sait, je discute souvent avec lui, je ne suis pas communiste, hein, c'est pas ça. Mais je trouve que la spéculation, c'est une méthode qui n'est pas du tout loyale. Je vais vous citer un exemple qui va vous paraître caricatural peut-être, mais pour vous donner, pour voir en quoi c'est immoral. L'année dernière, un jeune Américain a acheté tout un stock de médicaments que des ONG avaient acheté pour, j'ai oublié la maladie, une maladie infectieuse en Afrique, qu'importe, pour soigner des pays pauvres, un médicament peu coûteux. Il a acheté tous les stocks du monde entier. C'est un produit qui ne valait pas très cher, enfin pas très cher pour des pays comme nous, hein, des pays occidentaux, mais pour l'Afrique, c'était cher. Il les a stockés. Il a attendu que le prix soit multiplié par 12 pour le vendre à ces pays pauvres. Donc là, écoutez, à part être cynique, ce que je ne crois pas que vous soyez, c'est quand même complètement immoral. C'est ça la spéculation. C'est ça la spéculation. Et ça se fait sur, quand on dit les produits agroalimentaires, ben ça se fait sur la nourriture et sur les matières premières. C'est complètement immoral. Je suis pour les échanges commerciaux, une mondialisation contrôlée, mais pas ça. Pas ça. Là, c'est pas loyal, la concurrence est complètement déloyale, voire c'est une méthode de voyou, ce que je viens